Bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour saluer également ceux qui sont avec nous en ligne. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à l'impact de l'IA sur le code. Capable de créer, de corriger, de modifier et même de créer des scénarios de test, l'IA ouvre de très nombreuses et nouvelles possibilités. Toutefois, on peut se demander si c'est vraiment une révolution, parce que dans le code, et vous êtes très certainement nombreux à pratiquer dans la salle, eh bien l'automatisation, même poussée, n'est pas complètement une nouveauté. On verra justement ce qu'apporte l'IA, notamment l'IA générative, avec nos intervenants du jour. Pour aborder ce sujet, nous sommes avec deux intervenants. Nous sommes avec Eric Fourier. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, Eric, vous êtes cofondateur et CEO de GitGuardian, et nous sommes également avec Michael Delette. Michael, good morning. Good morning, bonjour tout le monde. Thanks for being with us. You are head of Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de l'équipe Euro-Cybercriminalité à EC3. Vous allez nous expliquer ça en détail dans quelques moments. Donc, merci de nous avoir rejoints ce matin. Before you start, could you please give us a quick introduction? Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation? On va commencer avec vous, Michael. C'est une question un peu difficile. Je pourrais parler pendant longtemps pour donner un petit résumé de mon organisation, mais entre Europol, je travaille pour Europol, on a un centre de cybercriminalité pour lutter contre la cybercriminalité. Dans EC3, il y a 3 départements. L'un qui est plutôt pour la gestion des relations avec les partenariats, LAL. On a le soutien numérique, ça c'est notre unité, comme vous pouvez comprendre, ça fournit des accompagnements, assistance numérique. Et puis, il y a mon département, qui est le département opérationnel du Centre contre la cybercriminalité. On a 4 équipes, une pour le dark web, 2 pour le fraude au paiement, 3 pour la pédocriminalité, et le 4e, ce qu'on appelle le vrai cyber, enfin, les crimes comme les cyberattaques. Et c'est l'équipe que je mène. Et je pense que ça suffit comme introduction rapide. Je peux vous donner plus de détails si vous avez des questions après. Donc, Eric Fourier, moi je vais le faire dans ma langue natale. Peut-être que je switcherai à l'anglais de temps en temps, même si j'ai l'habitude de parler dans les 2 langues quand même, mais c'est plus simple en français. Donc, je suis le fondateur de GitGuardian. Donc, moi, je suis ingénieur de formation avec aussi une grosse composante intelligence artificielle. Donc, fondé GitGuardian il y a un peu plus de 6 ans. Donc, on est une solution de sécurisation du code spécialisée dans la détection de secrets. On a un peu inventé le domaine, donc très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un secret? Donc c'est une clé d'API, un mot de passe, un accès, un identifiant de base de données qui sont utilisés pour connecter des systèmes entre eux ou des applications entre elles. Et donc on est très connu pour détecter les secrets dans le code et aussi maintenant dans d'autres outils comme les systèmes de messagerie interne, donc Slack, Teams, Confluence, Jira, et maintenant on s'étend effectivement dans d'autres univers de la sécurisation du code, tout ce qui est analyse des vulnérabilités dans les dépendances, sécurisation de l'infrastructure as code. Voilà, aujourd'hui on est 140, 120 en France, 20 aux US, avec des clients un peu partout dans le monde, particulièrement une grosse composante aux États-Unis, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Et on est aussi très connu pour on est l'application la plus installée au monde sur GitHub, avec plus de 300 000 développeurs qui nous utilisent. Donc à la fois, avec une offre gratuite pour les développeurs et les entreprises de moins de 25 développeurs, et aussi des très gros clients parmi les plus grosses entreprises du monde. Voilà. Merci pour ces introductions. Avant de commencer, je rappelle qu'on aura un tout petit peu de temps à la fin. Il y a des micros qui sont devant, donc on a 1 heure devant nous et on gardera une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Vous avez des micros qui sont là et on les fera passer à la toute fin de nos échanges. Je le disais très rapidement en introduction, effectivement, on va parler des révolutions. Une première question pour vous, Eric. Est-ce que le terme révolution, lorsqu'on parle d'IA, notamment, ça vous fait sourire déjà, mais notamment générative, est-ce qu'on force pas un peu le trait, ou est-ce que finalement on décrit quelque chose qui est vraiment en train de se produire? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais un peu je pense il y a quand même les usages parlent d'eux-mêmes. Hein.
Je crois que dans OpenAI vient d'annoncer qu'il dépassait je crois que c'est 2 milliards d'ARR ou 2 milliards de revenus. Donc l'usage a explosé. Je pense que c'est déjà une révolution d'usage. C'est que on voit émerger toutes ces nouvelles entreprises, ces nouvelles AI avec un usage très élevé ou qui n'a pas, je pense que dans cette salle, il y a peu de gens qui n'ont pas fait une requête à ChatGPT. Et je pense, sur les développeurs, on est un peu dans le même paradigme. C'est que tout le monde essaye. Et je pense qu'on est vraiment dans cette, je dirais, courbe du début de l'adoption. La vraie révolution sur la partie technologique par rapport, donc nous on est plutôt sur la côté sécurisation du code, mais il y a un peu de domaines dans ce qui est l'AI appliqué au code, tout ce qui est, je dirais, qualité et génération de code, et après la partie sécurité que nous on fait plutôt. Mais historiquement, je dirais que la partie qualité et génération était c'était des moteurs plutôt heuristic based et des rules engine qu'il faut généralement customiser par langage. Il y a maintenant plusieurs centaines de langages informatiques et il y en a toujours qui apparaissent plus en plus tous les jours. Et c'est la vraie révolution technologique, elle est là en fait dans les AI. C'est cette capacité à en s'entraînant sur la majorité des modèles sont entraînés sur le même dataset qui est tout le code GitHub qui est accessible, donc tout le code open source qui est accessible publiquement. Tout le monde fait la même chose et pour le coup à la même base de départ. Alors peut-être que Microsoft entraîne le code aussi sur le code de ses clients, ça je ne sais pas. C'est à eux de répondre à cette question, mais sur cette partie-là, en fait, la vraie révolution est d'arriver à en fait pas devoir pour réimplémenter ces règles et permet d'aller beaucoup plus vite sur ces outils-là pour avoir des résultats assez globaux et en fait avoir la même interface cross-langage. Donc je pense que la révolution, elle est vraiment dans les usages. On arrivait déjà à faire de la code quality, de l'automatisation, de la sécurisation du code avant l'AI, mais c'est qu'on est capable de faire des choses qui sont beaucoup plus généralisables, beaucoup plus vite, mais qui, j'y reviendrai un peu plus tard, qui ont une faiblesse qui est intrinsèque au modèle, qui est l'aspect stochastique. C'est que finalement, grosso modo, si je pose la même question plusieurs fois, je n'aurai pas forcément la même réponse, qui est un vrai challenge dans beaucoup de systèmes d'information et systèmes informatiques. Oui, ça on y reviendra, comme vous l'avez dit, Eric, un tout petit peu plus tard. Vous avez commencé à l'expliquer, mais qu'est-ce qui différencie, et si on reste sur votre domaine d'expertise, qui est la sécurisation du code, qu'est-ce qui différencie les LLM actuels des solutions d'automatisation déjà existantes? Il y a des solutions qui permettent d'automatiser le code, d'automatiser le test du code, de vérifier les failles et ainsi de suite. Qu'est-ce que les LLM apportent à ces processus? En fait, on peut, si on regarde un peu aujourd'hui dans ce qui se fait, l'apport du LLM, c'est finalement avec ce qu'on appelle tout ce qui est prompt engineering, et le contexte, c'est vraiment la personnalisation et la customisation du contexte, qui fait qu'on peut vraiment beaucoup plus facilement customiser son moteur, par exemple pour la partie sécurisation, à un usage précis. Néanmoins, il y a quand même pas mal aujourd'hui de limitations sur la partie sur le LLM, notamment le premier, c'est que c'est sa vitesse et son coût, qui soit via une API et donc des modèles propriétaires comme OpenAI ou Anthropic, ou qui soient open source sur des modèles type Mistral de Hugging Face. Le coût est beaucoup plus important et le temps d'inférence est beaucoup plus important que les modèles classiques qui sont plutôt rule-based et heuristiques, qui fait que ça introduit des limitations sur les usages, notamment pour scanner des grosses bases de code. Mais d'un autre côté, il y a cet avantage certain de pouvoir adresser beaucoup plus de problèmes et d'être beaucoup plus customisable. Michael, Michael, je me tourne vers vous. Quand on parle de IA, quel est l'état de l'art de la menace posée par l'IA? Alors, ce n'est pas une question simple à répondre, à résoudre, c'est pas simple à quantifier. Je vais peut-être rajouter
mon mot sur la question précédente sur est-ce que l'IA constitue une évolution ou une révolution. Je crois qu'il y a eu quelques aspects qui sont révolutionnaires. Mais en termes de l'impact que ça a eu sur la cybercriminalité jusqu'ici, on n'a pas encore vu une révolution dans la cybercriminalité. Mais ce n'est pas juste cette génération la génération de code. En parlant de génération de code, il faudrait qu'on voit vraiment des preuves, des MML qui ont été utilisés pour écrire des mauvais logiciels, des malwares. Mais on doit présumer que c'est le cas. Donc, si tout le monde utilise ces MML, ces LLM, pourquoi les cybercriminels ne seraient pas aussi en train d'expérimenter avec? Historiquement, ils ont été très, très forts à s'adapter aux nouvelles technologies. Les criminels vous remontez à des décennies ou plus loin encore, par exemple, quand la mitraillette est inventée, les criminels étaient les premiers à adopter la mitraillette, tandis que les policiers n'avaient pas encore les mitraillettes. Donc, les criminels ont toujours su s'adapter aux nouvelles technologies. Ils n'ont pas les mêmes cadres éthiques, ils n'ont pas les mêmes considérations que nous. Donc, ils s'adaptent rapidement. On doit présumer que les criminels sont déjà en train d'utiliser ces outils. Est-ce qu'on a encore vu des preuves empiriques? Non, pas trop. Alors, si on regarde un peu plus loin que la génération de code, si on considère par exemple écrire les mails de phishing ou des campagnes de spear phishing très fort, oui, bien sûr, ça existe. Et ces outils rendent beaucoup plus facile. On peut faire des choses d'une façon plus professionnelle dans d'autres langues. Historiquement, les Japonais étaient assez protégés. Quant au phishing, parce que qui parle japonais sauf les Japonais? Et maintenant, je connais quelques mots de japonais, mais pas plus. Mais maintenant, ce public est aussi prépensible pour phishing, parce que ces LLM, ils sont capables de créer des campagnes de phishing dans n'importe quelle langue. Donc, ça a monté au niveau un peu de la cybercriminalité et c'est devenu plus facile, comme avec la génération de code. C'est une question d'échelle. Maintenant, ils ont pu passer à l'échelle et cibler une audience plus large, plus facilement. Avec la génération de code, oui, je suis assez certain que ça s'utilise dans la criminalité, mais on n'a pas encore vraiment vu les preuves de ça, les résultats. Et quand je vois l'infrastructure, ou si je saisis un ordinateur et je vois qu'il y a un criminel qui utilise ces outils, là, on aura des preuves. Mais on sait que déjà, il y a des LLM, dark LLM, ça existe. Enfin, il y a des méchants qui créent des modèles IA. Et je sais qu'on va peut-être discuter un peu plus de ça dans cette séance, mais voilà. Dans ChatGPT et les autres modèles comme ça, il y a des obstacles et des contraintes, mais il y en a d'autres qui sont en train de se faire, qui sont vraiment conçus pour les criminels, pour utiliser pour des fins malveillantes. Donc, les criminels sont certainement en train d'explorer ce potentiel. Mais pour parler de révolution, est-ce que ça constitue une révolution dans la criminalité? Non, pas vraiment, parce qu'on a déjà des malwares très complexes, très avancés. Donc, c'est plus une question d'échelle qu'une révolution dans la nature de la criminalité. Et de vos clients, des remarques de gens qui disaient que on a noté qu'il y avait eu des attaques sur notre code. Elles sont peut-être utilisées grâce à des outils d'IA. Est-ce que vous avez déjà des discussions? Michael dit qu'effectivement, il n'y a pas encore de preuves, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de remarques ou d'échanges avec vos clients ou vos partenaires? Je pense que je rejoins beaucoup Michael sur ce point-là. Aujourd'hui, déjà, ce serait très difficile de savoir si un malware il a été fait par un humain ou par une AI. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que ce soit pour utiliser les AI pour faire un malware, pour générer du code, pour créer des règles de sécurité sur le code, on est toujours à un stade où l'AI est un copilot. Il n'est pas capable d'être indépendant et non supervisé. Ça reste une aide aux développeurs. Aujourd'hui, c'est la majeure partie, même si on regarde le nom des produits, GitHub, c'est GitHub Copilot. Tout le monde market ces différents produits d'AI comme un copilot. Ce qui veut dire qu'on n'a pas atteint un stade où l'AI est complètement indépendante, ce qui est plutôt rassurant quand on y réfléchit. Pas encore, voilà, pas encore. Donc voilà, pour moi, non, on n'est pas encore à ce stade-là, et c'est pas des remarques qu'on est, parce qu'effectivement, on n'est pas aujourd'hui, même techniquement, je pense qu'on n'est pas capable d'identifier pour l'instant du code qui est généré par l'AI. Alors il y a de la recherche dans l'image, il y en a. Je sais que sur
les différents algorithmes de génération d'images. Il y a tout ce qui est essayer de faire du pixel fingerprinting. Donc peut-être qu'on fera la même chose sur le code pour savoir est-ce que le code a été généré par une AI ou un humain. C'est à voir. With AI being just like you said, Puisque l'IA, Eric, comme vous l'avez bien dit, est un bon copilote, les développeurs, peut-être qu'ils sont moins moins vigilants. Comment s'assurer que les développeurs restent vigilants? Eric a raison, pour l'instant, ces outils sont des copilotes, il faut les regarder en tant que tels, mais ma compréhension, mon expérience est que l'IA, c'est presque comme un développeur junior. L'IA, en général, ça accélère les choses et ça vous permet de monter un peu en échelle. C'est comme un assistant personnel, un développeur junior ou un codeur pas très expérimenté, mais aussi comme un d'entraîneur. C'est quelqu'un qui peut, vous pouvez poser des questions, ça peut vous aider, si vous avez des erreurs dans votre code, vous pouvez demander à un IA de les trouver, de vous aider. Donc c'est comme un assistant personnel aussi. Mais j'étais en discussion hier sur l'IA responsable. C'est l'humain qui reste responsable du code généré. Donc, c'est presque une relation de co-développement, de co-création. Vous avez même plusieurs copilotes pour t'aider, mais toi, en tant que développeur, tu restes l'architecte du code, tu retiens la responsabilité. Vaut mieux que tu comprennes bien le code que tu génères et qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc, c'est toi qui restes l'autorité principale, mais dans le futur, je crois, dans l'éducation, ça va devenir de plus en plus important. Et ça s'applique à l'IA générative en général. On n'est peut-être plus le générateur, mais on doit être le curateur, le gardien de ce qu'on génère. Alors, cette idée que l'IA devient... je pense que les développeurs, les codeurs juniors, ça va être difficile dans le futur de trouver des postes parce que je pense que l'éducation doit monter en grade parce que, historiquement, et moi je ne suis pas très fort en développeur. J'avoue que je n'ai jamais été vraiment un développeur. J'ai écrit un petit peu en Python et j'écris mieux maintenant que j'ai l'IA pour m'aider. Mais je pense que nos écoles, avant, le progrès de carrière pour un développeur, c'était commencer dans le développement, gagner en expérience et puis commencer à comprendre un peu l'architecture d'un projet. Là, c'est fini, je crois. Mais il va falloir monter en grade beaucoup plus rapidement pour avoir du succès parce que l'IA peut faire le reste. Donc, il va falloir développer ses compétences très rapidement pour savoir sécuriser du code, pour avoir une compréhension de l'architecture. Bon, la réponse simple, c'est qu'en tant que développeur, tu es responsable pour le code que tu édites. Donc, il faut rester vigilant et il faut que tu comprennes même si c'est l'IA qui est créé pour toi, il faut le comprendre parce que la menace est que... Imagine que tu es un jeune développeur ou quelqu'un qui est un peu amateur d'un développeur. Avant, on serait peut-être avant, je n'étais pas capable de créer tout un site internet, tout un full stack. Maintenant, je me sens en confiance pour le faire avec l'aide. Mais imagine que j'utilise l'IA pour créer un modèle d'automation. Oh, voilà, le micro, c'est vrai que ça va mieux avec le micro, c'est vrai. Imagine que moi, je demande à un modèle d'IA de créer un modèle d'authentification pour moi. Si moi, je ne suis pas capable de comprendre le code, il est possible qu'il y a des bugs là-dedans, il y a des problèmes parce que l'IA, ça sert de code existant sur lequel il a été formé, entraîné, mais il y a peut-être des erreurs. Et si moi, je ne suis pas... L'IA fait des erreurs, on le sait. Donc, si en tant que développeur, on n'a pas de confiance, on n'a pas de la compétence pour identifier ces erreurs et pour tester le code correctement, si on n'est pas confiant dans ses compétences, parce que si on s'appuie trop sur ces assistants virtuels, là, il y a un problème. Mais de l'autre côté, en tant que développeur un peu amateur, avant tester le code, c'était un manuel, il fallait identifier les bugs manuellement. Maintenant, l'IA nous fournit des façons plus rapides, plus robustes de tester automatiquement le code. Donc, oui, ça c'est utile aussi pour mais il faut toujours vérifier personnellement. Dans ce contexte, les développeurs continuent à être vigilants. Je pense que c'est une très bonne question parce que si on revient même sur l'entraînement des modèles, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, ils sont entraînés sur
toute la code base publique qui d'ailleurs contient du code vulnérable, des malwares, et même la tendance de l'AI va pas être va avoir par définition ces modèles sont biaisés vers la médiane et la moyenne, donc il y a ce côté effectivement de un peu cette impression que le copilot peut être un développeur junior, ce qui est vrai, et il faut faire attention je pense à ce problème de laisser faire en fait le ChatGPT ou l'AI, le copilot, et de pas vérifier. Je pense qu'il y a un chemin vers la facilité qui est là, presque plus une réflexion philosophique sur l'humain que technique, et pour moi c'est un des challenges un des principaux challenges pour les jeunes développeurs, c'est de pas laisser justement ces copilotes de pas assumer le fait qu'ils aient raison, de challenger ces raisons-là, et malheureusement c'est un problème en soi, parce que même dans le marketing qui est fait, quand on fait effectivement copilot, assistant, on peut penser que finalement le copilot est plus senior et a finalement la source de vérité, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est un des principaux, pour moi, un des principaux dangers ici, qui est finalement, quand on revient au cœur du problème, et plus un problème d'éducation du développeur que d'outillage, et qui va aussi à l'encontre du marketing de ces outils-là. J'aimerais vous entendre, Eric, sur ce qu'a mentionné Michael un peu plus tôt, sur le rôle, une évolution possible finalement du rôle de développeur. Je pense qu'il y en a effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y en a dans cette salle, mais Michael disait qu'il y avait cette notion de curation finalement, c'est-à-dire qu'avec un code généré par une AI, avec des librairies disponibles, vous parliez de GitHub tout à l'heure, on a d'autres librairies qui existent, on a du code disponible qui peut venir d'où on veut d'ailleurs, c'est peut-être là aussi qu'il y a danger. Comment est-ce que est-ce que vous avez intérêt, est-ce que dans les organisations ils ont intérêt à accompagner ce changement de rôle? Est-ce que finalement ça sert à rien de lutter, mais demain le rôle de développeur justement sera celui de curation, et c'est vous, Eric, qui parliez tout à l'heure de qualité. Est-ce que ce sera ça en fait le futur rôle du développeur, mais qui devra savoir quand même, comme le disait Michael? C'est intéressant, parce que si on exclut un peu la partie AI et qu'on prend même un peu de recul, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fondé GitGuardian à l'époque. C'est si on prend le rôle du développeur, on lui demande ces dernières années, avec la DevOps Evolution, DevSecOps Evolution, de savoir faire, donc il devait savoir faire du back-end, maintenant il doit faire du back-end, du front-end, il doit faire du back-end, du front-end, de l'infra, et on lui demande en plus de faire de la sécurité. Et à l'époque, c'est la raison même pour laquelle j'ai fondé GitGuardian, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être expert partout et bon partout. Et il faut créer des outils qui permettent d'automatiser une partie du travail ou d'aider à l'éducation. Et donc, moi, ma conviction profonde, c'est que ça ne remplace pas le fait de devenir expert dans un domaine, et ça aura toujours de la valeur d'être un développeur expert en base de données, expert en application mobile, expert en application web. Le vrai intérêt de l'AI, c'est qu'il permet finalement d'éduquer et de donner une explication sur un domaine qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas très bien. Donc je pense que c'est finalement mon takeaway de ça, c'est que l'AI ne remplace pas l'expertise, mais il permet de mieux comprendre des domaines adjacents, qui aujourd'hui, je pense, un des gros challenges du développeur. Il interagit dans un monde où il y a de moins en moins de gates dans les différentes étapes du cycle de développement, et on lui demande de comprendre un peu comment déployer d'une application depuis le code jusqu'à la production, les checks de sécurité, l'observabilité. Et l'AI permet ici d'apporter une éducation, mais ça remplace pas, pour moi, ça remplace pas l'expertise. Et ça n'empêche pas le fait qu'il doit aussi remettre en doute ce qui est dit par l'AI et ses copilotes. Comment est-ce qu'on ajoute, toujours pour vous, Eric, comment est-ce qu'on ajoute intelligemment l'IA dans un processus, on l'a dit à plusieurs reprises, qui est déjà automatisé, où il y a déjà un développeur qui apprend à regarder ce que font les solutions d'automatisation. Comment est-ce qu'on l'intègre intelligemment dans ce cycle? Vous parliez de DevOps, on a le Dev, on a l'opérationnel, on parle maintenant de DevSecOps. Comment on fait de l'IA
notamment générative, un outil supplémentaire finement intégré dans cette chaîne? C'est une très bonne question. Je vais prendre l'exemple de la sécurisation du code, qui est l'exemple qu'on maîtrise le plus. Donc, à Gitgaren, je pense quand OpenAI est sorti, on s'est posé cette question-là que beaucoup de startups se sont posées. C'est est-ce que finalement, avec un prompt, OpenAI peut remplacer nos 3 ou 4 années de R&D dans notre moteur de détection de secrets. Et donc on s'est posé cette question-là et on a fait des tests en bon scientifique français. Est-ce qu'un prompt, donc si je fais You are a security engineer, your role is to detect secrets, et je donne le patch, est-ce qu'il fait mieux que le moteur qu'on avait entraîné? Parce que si la réponse est oui, c'était compliqué pour la suite de l'aventure. Et là, on s'est objectivement, donc on s'est dit, on va challenger la partie détection. Et les résultats, d'ailleurs, on a fait quelques blog posts là-dessus, sont assez montrent en fait trois problèmes du LLM. Donc le premier, c'est le coût. Donc pour donner un exemple, nous on scanne tout le code public en temps réel. Le coût de le faire avec un OpenAI, même un GPT-4 Turbo, leur dernier modèle optimisé, c'est plus de $200 000 par jour. Donc déjà, première partie, le coût c'est compliqué. Ensuite, il y a le temps d'inférence. C'est effectivement un vrai problème. Ces modèles sont quand même assez lents. Et le troisième, bon, on était meilleur heureusement sur la partie précision et recall, mais le troisième, je pense, problème assez fondamental, c'est ce que je disais sur la partie stochastique. C'est que c'est très difficile pour un système d'information d'intégrer le fait que je donne un input A et je demande une prédiction et que une fois, il va donner une réponse et si je rerun la même demande, il va donner une réponse différente. Bon, même s'il y a des façons de contourner ce problème dans les modèles, l'aspect stochastique et non déterministique est un vrai sujet à traiter pour les systèmes d'information. Et donc, nous, finalement, le constat qu'on a de cette étude-là, ce qu'on en a retiré, c'est que on croit profondément à une stratégie hybride, c'est-à-dire qu'une détection qui est rapide, peu coûteuse et déterministe, et avec l'AI qui est là, en fait, c'est une fois qu'on a détecté le problème, qui est dans notre cas, par exemple, détecter un secret, mais qui, si on extrapole au monde de la sécurité du code, qui va être détecter une vulnérabilité, mais qu'on peut prendre dans d'autres domaines de la cybersécurité, que ce soit les SIM ou les attaques, c'est une fois qu'on a détecté un problème, en donnant le contexte à l'AI, là où l'AI, pour moi, apporte une vraie valeur ajoutée, c'est sur la remédiation. Donc j'ai détecté un problème, et j'ai des règles finalement déterministes, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde de comprendre, de définir qu'est-ce qu'on veut détecter et quels sont les problèmes, mais comment je résous le problème et de donner des conseils. Et donc là, on repasse sur une approche qui finalement est l'essence même de ces modèles-là, qui est finalement à partir de contextes où ils performent très bien, tout ce qui est résumer l'information, donner des conseils, mais il ne faut pas donner la main à ces modèles dans un premier temps, enfin aujourd'hui avec leur capacité sur la partie prise de décision. C'est plus sur l'aide finalement à la remédiation. Michael, with the use of Michael, on voit que l'IA a grandi, l'utilisation de l'IA grande, par exemple, dans le codage. Est-ce qu'on doit présumer qu'on va vers un monde plus dangereux avec l'IA voilà, qui va s'auto-générer, par exemple? D'ici quelques ans, on pense qu'on va avoir l'IA qui crée des IA. Est-ce qu'on crée un monde plus dangereux pour nous-mêmes? Non, je ne crois pas. Je suis assez optimiste et pour l'instant, je vois beaucoup d'avantages, beaucoup d'occasions, d'opportunités avec l'utilisation de l'IA. Évidemment, il y a des risques. C'est pour ça qu'on a des cadres légaux qui sont en train de se durcir. Il y a l'AI Act. Il y aura des menaces, il y aura des mauvaises utilisations, mais maintenant, on est encore dans la phase un peu pionnière où il nous aide. Quand on verra plus d'autonomie dans l'IA, pas l'IA générale, parce que je pense que l'IA générale est très loin, mais même quand les IA qu'on a deviennent un peu plus autonomes, ils ont plus que des assistants. Évidemment, il y a des risques qui sont associés à ce développement, mais en termes de cybercriminalité, je ne pense pas que ce soit une menace existentielle, parce que tout ce qui fait l'IA, c'est rendre
les criminels un peu plus efficaces, bon, bien beaucoup plus efficaces avec leur développement, leur rapidité, ils deviennent un peu plus intelligents. Comme Eric nous a dit, des choses que par le passé, ils ne savaient pas faire, je ne sais pas, cacher leur code ou des modules qui rendent le code plus difficile à détecter. Ces choses, maintenant, ils sont un peu plus capables, ça agrandit leurs compétences, mais déjà, on avait des criminels très avancés, très intelligents, donc ce n'est pas une menace très importante dans les médias. Je suis plus concentré sur les opportunités. En tant qu'agence de police publique, on a des problèmes de données. C'est qu'on a beaucoup de données intéressantes et on n'a pas la capacité de les exploiter correctement. Donc pour nous, il y a vraiment des opportunités. Évidemment, il y a des pour et des contre. Et c'est pour ça qu'on est un peu moins efficace que les criminels, parce que les criminels font ce qu'ils veulent, ils utilisent la technologie comme ça, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de loi, évidemment, ils sont hors la loi, évidemment, ce sont des criminels. Donc, pour nous, avant qu'on peut mettre en œuvre ces choses dans notre agence, on est en train d'explorer ces possibilités. On a maintenant un officier pour l'IA, on a un comité d'alignement, donc il y a des choses en place et des choses qui se mettent en place pour maintenir l'équilibre entre la confidentialité avant qu'on peut vraiment mettre en œuvre ces modèles IA dans le Generation Code. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir des succès assez rapides parce que, comme on a avant, les développeurs qui gardent la responsabilité de son code, on peut utiliser l'IA comme un assistant de code sans que l'IA soit exposée à des données opérationnelles. C'est juste histoire d'accélérer notre processus interne. Et puis, on peut utiliser le code qu'on a généré sur nos données. Donc, je pense que on peut avoir des avancées assez rapides. Mais que l'IA soit utilisée de façon plus large, surtout avec des données opérationnelles, des données sensibles, là, on n'est pas aussi libre. Pas aussi libre qu'on aimerait être, mais surtout jamais aussi libre que les criminels. Eric, est-ce qu'il y a vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à expliquer, mais je repose la question peut-être pour un peu plus de détails, mais quels avantages il y a entre des grands modèles, avec tout un tas de fonctionnalités, de paramètres possibles, et des modèles plus petits? Même si la donne aujourd'hui, lorsqu'on regarde beaucoup d'entreprises, il semblerait qu'elles soient de plus en plus nombreuses à se pencher sur les petits modèles. En termes de code, qu'est-ce qui est le plus avantageux aujourd'hui, justement pour avoir pour tirer tous les avantages dont vous parlez tous les deux, grands modèles ou petits modèles très bien configurés, nourris avec les bonnes datas? Je pense que ça dépend beaucoup des différents cas d'usage. Déjà, l'avantage alors, je dirais pas forcément petit modèle, mais on va dire modèle open source versus des LLM qui sont disponibles via des API avec des modèles propriétaires, c'est la confidentialité des données. C'est le premier avantage qui est clairement extrêmement important et non négligeable. C'est est-ce que je préfère déployer un LLM open source dans mon cloud, dans mon infrastructure, ou j'accepte le fait d'envoyer mes données à OpenAI, Anthropic, Microsoft, n'importe quel provider de grands modèles. Donc ça, c'est déjà la première dans l'arbre de décision vers où je me dirige, sur quelle solution. Pour moi, c'est le premier, finalement, la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième, après, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plus sur la partie coût. Évidemment, plus le modèle est petit, plus il est donc facile à, entre guillemets, entraîner, il coûte moins à fine-tuner et le temps d'inférence coûte moins cher et est plus rapide. Donc ça, c'est la première composante. Et il donne justement cette capacité, pareil, on a généralement plus de résultats à fine-tuner un petit modèle qu'un gros modèle sur un cas particulier. Nous, c'est par exemple quelque chose qu'on fait. On a des clients qui sont qui ont des contraintes de sécurité très fortes dans le domaine financier ou médical. Ils sont complètement opposés à envoyer leurs données soit dans notre cloud, soit même dans en extérieur. Et donc là, le use case d'un petit modèle déployé dans leur cloud, dans leur infrastructure, fait totalement sens. Et donc c'est vraiment ça l'évolution que je vois. Et sur la partie performance pure,
Bon, il y a les benchmarks en permanence que maintiennent GinkFace qui sont très intéressants entre les différents modèles open source et les gros modèles. Aujourd'hui, hein, le benchmark il est quand même unanime, hein. GPT-4 pour l'instant bat encore tous les modèles open source. Et après, ça reste un trade-off coût-performance, confidentialité des données versus envoyer les données. Mais je pense que nous, d'un point de vue notre philosophie produit et sur la partie machine learning chez KitKardian, c'est effectivement, je pense qu'il y a un vrai avantage à utiliser des modèles open source fine-tunés, à la fois pour la confidentialité des données, à la fois configurer finalement une défensibilité qui est certaine, ou si on step back un peu sur cette partie-là, l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises qui veulent créer ces modèles et apporter de la valeur pour différents use cases, en l'occurrence le nôtre qui est la sécurisation du code, c'est avant tout d'avoir finalement une base de données ou un dataset d'entraînement qui est plus important que la compétition, qui est de meilleure qualité et qui va permettre finalement de fine-tuner ces modèles-là ou encore mieux de pouvoir faire des réentraînements complets qui sont là beaucoup plus coûteux. C'est un peu les deux en fonction des ressources et du nombre de GPU qu'on a. C'est un peu les deux solutions. Est-ce qu'on se dirige vers un réentraînement complet ou un fine-tuning des modèles? Est-ce que la question, Eric, également, ce n'est pas celle du contrôle qu'on veut avoir justement sur cette IA? Est-ce qu'on a un contrôle supérieur sur un modèle qu'on aurait fine-tuné, comme vous le dites vous-même, ou est-ce que ce contrôle, on accepte, entre guillemets, d'en céder une partie lorsqu'on s'appuie sur les grands modèles dont vous avez parlé, les GPT-4, les Claude, les Gemini bientôt, et d'autres encore? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle déjà dans les données qu'on donne pour l'entraînement. Il y a un deuxième contrôle qu'on peut appliquer que fait, hein, c'est que même si on regarde un peu ChatGPT, c'est un gigantesque prompt au-dessus du modèle de GPT-4. Et donc là, il y a un deuxième niveau de contrôle qui se fait au niveau du prompt engineering où on a vu récemment, il y a pas mal d'attaques qui se font sur justement tous ces assistants, comment redécouvrir un peu, essayer en faisant des requêtes à l'IA et d'essayer de comprendre c'est quoi le prompt originel et de comprendre des composants du modèle. Donc effectivement, c'est plus simple de contrôler mieux le modèle quand il nous appartient, mais surtout qu'on possède le dataset d'entraînement. Je pense que c'est déjà ça la principale composante. Mais après, par essence même, ces modèles sont génératifs. Donc il y a une partie stochastique qui est qui appartient même à la façon dont ils sont entraînés, la façon dont ils sont structurés, que ça, pour le coup, on ne peut pas échapper. C'est dans la définition même de ces large language models et de cette IA générative. Quelles sont les faiblesses de ces modèles? Parce que ces modèles ne sont pas parfaits, ils ont probablement des points sur lesquels il faut porter son attention si on veut être sûr que ça fonctionne. Quelles sont les faiblesses? What are the weakness, if there are any of those? Quelles sont les faiblesses si on a ces modèles de hard language dans le codage? Une question pour vous deux. Alors, je vais peut-être vous donner une réponse technique ici. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que ces LLM recalculent une réponse probable. Donc, ils sont très bons pour la reformulation de quelque chose qui semble très crédible, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Alors, je ne sais pas si le public ici est technique, mais la société, dans son ensemble, ne comprend pas cela tellement. Ils pensent que c'est comme Google, c'est rechercher dans d'énormes bases de données pour avoir la bonne réponse. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est recalculer une réponse probable. Et d'après moi, une faiblesse ou une caractéristique de toutes ces LLM qu'il faut connaître, c'est bien celle-là. Et si vous fonctionnez différemment, alors vous pourrez être un petit peu plus prudent pour l'accepter comme une vérité. Et alors ça devient un outil. Et dans la cogénération, vous devrez à nouveau vérifier si l'outil fait ce que vous voulez qu'il fasse. Et pour moi, c'est la plus grande faiblesse. Et c'est inhérent à la technologie. Et si j'en reviens à ce qui a été dit précédemment, donc l'explicabilité est aussi essentielle. On a des projets qui relient, par exemple, les LLM avec une base de données
données graphiques, par exemple, et ça vous donne plus de visibilité sur le résultat. Ça vous montre comment la réponse a été trouvée. Et ce processus peut vous aider à savoir si la réponse est la vérité. Et pour nous, en tant qu'organisation, il est essentiel d'avoir cette explicabilité de ce qui se passe dans la black box pour la plupart des applications qui pourraient nous intéresser. Je pense qu'on a pas mal résumé. Pour ajouter à ce qu'a dit Michael sur la partie effectivement plus technique, c'est un peu ce que j'avais dit avant. On a toujours des limitations assez fortes sur le coût et la vitesse du fait que ces modèles doivent tourner sur des GPU. Donc bon, je pense que tout le monde a vu la capitalisation d'NVIDIA qui, je crois, ça a dépassé 2 trillions. Et maintenant, ils viennent de sortir un GPU à 40 000, je crois que c'est 40 000 $ le GPU, et il y a des listes d'attente c'est comme avoir une Rolex maintenant, un GPU, il faut se mettre sur une liste d'attente quand on est une entreprise, et il y a un marché secondaire, il y a un black market de GPU, mais c'est une limitation qui est quand même assez forte d'un point de vue orchestration, par exemple, voilà, de déployer un modèle sur un GPU, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est quand même la majeure partie des workloads cloud aujourd'hui tournent sur CPU, donc ça ajoute une contrainte en plus pour un déploiement plutôt self-hosted. Donc là, je parle plutôt des modèles open source qui sont disponibles. Et après, effectivement, je pense qu'on a bien résumé sur le côté probabilistique des modèles, la partie stochastique des réponses qui peuvent varier, peuvent être différentes au cours du temps. C'est des modèles qui sont entraînés sur des bases de connaissances, donc qui sont la connaissance, elle est profondément dynamique. Je pense que c'est intéressant de repréciser ça. Google, le graphe, l'algorithme PageRank, il évolue en temps réel, donc alors que sur un modèle GPT-4, il est entraîné sur des snapshots, donc tous les 3 mois, ils vont réentraîner le modèle sur toute la connaissance. Alors, je pense que la recherche progresse pas mal et on va arriver à avoir des entraînements incrémentaux, mais ça, c'est une limitation qui est quand même très forte, hein, qu'on a vu aussi au début, l'émergence d'OpenAI, où finalement le modèle n'avait accès à la connaissance qu'avant 2021. Et donc finalement, l'utilisateur, des fois, ne comprend pas que le modèle n'a pas accès à la connaissance en temps réel. Je reviens, on garde, je disais, quelques minutes pour les questions-réponses, on a encore quelques minutes pour discuter, mais on parlait d'IA autonome au tout début de cette discussion. Comment une IA complètement autonome va-t-elle transformer d'une part le développement, la totalité de la chaîne, et comment est-ce qu'elle va affecter le rôle du développeur? How a fully autonomous AI will transform Donc une IA totalement autonome, comment peut-elle transformer le processus informatique et comment est-ce que ça peut influencer les développeurs? Ça dépend de la définition que vous donnez à totalement autonome. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que les gens qui dirigent ces modèles LLM construisent des agents indépendants. Donc, ils ne vous donnent pas une réponse par rapport à ce que vous demandez, mais ils ont un processus étape par étape. Et pour chaque étape, ils suivent un prompt itératif pour arriver au résultat avec des actions. C'est un petit peu comme acheter une pizza en ligne. Vous développez votre outil d'application par vous-même en définissant d'abord les parties individuelles qui doivent être faites, en mettant au point l'infrastructure, etc. Je pense qu'il y a déjà des expériences qui sont menées dans le domaine. On n'y est pas encore. Et du point de vue de la cybercriminalité, je pense que ça serait certainement intéressant d'avoir par exemple des chatbots qui scannent automatiquement LinkedIn, par exemple, qui trouvent un profil, qui envoie un mail de phishing, peut-être lié à une page d'investissement qui a été créée par l'IA, qui peut même avoir été créée de façon personnalisée par rapport à la cible. Et sur cette page, vous pouvez avoir un chatbot, une conversation peut être menée,
et vous avez une fraude en fin de compte. Donc, c'est un peu comme une solution sur l'étagère et ça peut ressembler à un produit de cybercriminalité lancé sur le marché. Donc, il y a des défis nouveaux qui se présentent, des opportunités criminelles, mais on n'y est pas encore. Il y a d'autres choses que j'ai pu voir, bien sûr, et donc je m'écarte un peu de la cogénération, mais très certainement, il y a là un impact potentiel énorme. Vous avez des gens maintenant qui appellent des citoyens quelque part dans une juridiction à partir d'un centre d'appel qui sont scannés, et ça peut être une solution à nouveau in the box et avec des agents autonomes, mais bon, ça dépend comment vous le définissez à nouveau. Si vous parlez d'IA générative, je pense qu'on est encore assez loin. Et c'est mon interprétation un peu naïve de la situation. Je partage effectivement beaucoup l'avis de Michael. Je pense qu'on n'en est pas là sur des fully autonomous devs qui peuvent coder. Hein. Je pense que la meilleure preuve de ça, c'est déjà le salaire des devs est toujours aussi élevé et c'est toujours une denrée rare sur le marché. Donc ça montre que pour l'instant, les développeurs ne seront pas remplacés par une AI. Et aussi, voilà, je pense que tout le monde attend aucune entreprise aujourd'hui prend le risque de se dire bon, bah, je vais créer des équipes de dev purely AI qui vont coder du software et déployer ça en production. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Et même, c'est intéressant, même tous les projets de Autonomous Dev AI restent programmés par des humains et pour l'instant, c'est plus des collections de prompts et des interactions assez je dirais, classiques. Donc, qui font les choses très intéressantes. Je pense que c'est un milieu où il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochaines années, mais voilà, pour moi, on n'en est pas encore là. Michael, how is your agency adapting? Michael, comment est-ce que votre agence s'adapte à ce nouveau contexte avec des nouvelles menaces, des capacités de codage IA, des cybercriminels qui utilisent l'IA pour créer de fausses campagnes de phishing, qui utilisent l'IA pour prendre la voix de quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous vous ajustez à ce nouveau contexte? Je pense, comme on l'a dit précédemment, ça ne va pas être un game changer. Ça ne va pas vraiment bouleverser la situation. Vous avez quelqu'un qui fait ça manuellement, derrière un clavier, qui crée un site Internet, ou bien c'est une solution. C'est plutôt une question d'échelle plutôt que d'approche technologique. Mais bien sûr, l'IA a un impact énorme sur notre organisation, et ce, en général. Donc, pas seulement par rapport aux tendances, mais aussi aux opportunités. Comme déjà dit, on explore beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. C'est énorme, bien sûr, pour toutes les organisations, aussi Europol. On veut explorer ce qui se passe. En ce qui concerne l'atténuation des menaces, le point le plus important pour nous, c'est d'être au courant de ce qui se passe. Donc, bien sûr, on a une équipe de renseignement cyber, on a des partenaires privés qui nous informent de ce qui se passe à l'extérieur et on réagit au cas par cas s'il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Mais fondamentalement, je ne crois pas que c'est une révolution, ce n'est pas un game changer. Que ça se passe manuellement, que ça se passe par un agent autonome, c'est toujours la même chose. Ils utilisent une infrastructure, vous avez des personnes derrière le clavier avec des adresses IP, mail, des comptes ici ou là. Et donc, on cherche les identifiants, on mène nos enquêtes et ça reste de la même façon de faire. Les transactions cryptées, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est une personne qui agit? Est-ce que c'est fait de façon autonome? On peut encore employer les mêmes stratégies que par le passé. Une toute dernière question pour vous, Eric. Si vous aviez 3 conseils à donner, allez, il faut quand même qu'on termine avec des conseils concrets, précis, pour tous ceux qui sont dans cette pièce et qui veulent intégrer de l'IA, ils sont développeurs, ils sont head of software, on peut imaginer encore d'autres postes. Comment est-ce que vous leur conseilleriez d'accompagner l'intégration de l'IA et d'en faire quelque chose qui, plus tard, justement, pourra transformer les usages et être bénéfique pour le business, puisque à la fin, c'est de ça dont on parle?
Je peux parler un peu d'expérience parce que nous, en étant effectivement une solution de code sécurité, j'ai une équipe de 60 développeurs et j'ai pas géré le projet en direct, mais vu que c'est un sujet quand même qui m'intéresse personnellement, on a géré le déploiement en interne de chez nous, chez nos développeurs, comment justement intégrer des outils de génération de code. Et effectivement, même contrairement moi à mes premières intuitions, l'adoption, elle a pas été, ça n'a pas été, je dirais, une exponentielle. Hein. C'est plutôt l'adoption, elle est assez lente parce que je pense que comme toutes les nouvelles technologies, il y a plusieurs courbes dans l'adoption et les premiers, je dirais, les conseils un peu génériques, c'est une première partie de formation et d'éducation. Il faut que les donner aux développeurs l'opportunité de leur montrer comment on peut utiliser là et quelle valeur elle peut apporter, l'impact que ça peut apporter à leur travail. Donc ça, c'est indispensable. En fait, si on distribue un outil et on dit voilà le portail, créez-vous un compte et allez-y, ça marche jamais très bien. Il faut accompagner le changement, même si l'outil est puissant et qu'il a de la valeur. Donc je dirais le premier parti, c'est éducation, formation, et après mettre les bons guardrails en place pour s'assurer que sur tout ce qui est confidentialité des données, je pense qu'il y a le gros problème de ces solutions-là, c'est est-ce qu'on permet, quelle data on permet d'envoyer à ces outils-là, tout ce qui est data propriétaire, données des clients, et c'est là où on entre dans je pense, un tout nouveau domaine de la sécurité en général. Hein. Il y a un domaine, peut-être le Gartner va nous trouver un super nom à ça, LLM Security, je sais pas, on verra. Je pense qu'ils y réfléchissent déjà. Mais où c'est comment on s'assure de protéger et de s'assurer, ou LLM Firewall, de créer finalement, de filtrer les données qui vont être envoyées à ces LLM qui sont des API based pour éviter qu'on envoie de la donnée sensible et confidentielle. Merci, messieurs. Thank you. Est-ce que vous avez des questions? Comme j'ai dit, il y a un micro qui circule dans la pièce. Il y a une question au fond. Voilà. Pensez à bien coller le micro sur votre menton, comme ça nos camarades qui nous suivent en ligne pourront profiter des questions et des traductions également. Bonjour, Olivier Moretti, je suis dans une filiale d'Orange France. J'ai une question par rapport à l'usage. Aujourd'hui, vous parlez de copilote et d'apprentissage, effectivement, qui est probablement biaisé au niveau de l'apprentissage du code, notamment par le fait qu'il y a du code qui est lui-même vulnérable et forcément, le résultat ne sera pas formidable à l'arrivée. Qu'est-ce qui va se passer dans la génération suivante lorsque les AI seront elles-mêmes à la source de l'apprentissage d'autres AI? Et à quel horizon on peut envisager ça, quoi? Michael, please. Oui, je peux peut-être répondre. En général, j'ai lu qu'il y avait des expériences sur l'apprentissage de LLM par rapport à l'apprentissage de données, donc du texte, pas du code. Et on parle de 3 générations qui sont vraiment mauvaises. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui n'est pas bon dans les 3 premières générations où le LLM fonctionne. Et je pense que c'est une question très importante parce que le contenu LLM sera de plus en plus volumineux. Et pour le code maintenant, je pense que c'est moins un problème parce que vous aurez cette curation humaine. Vous aurez toujours des personnes qui vont vérifier les codes. Et le code, par définition, doit fonctionner. Donc, si ce n'est pas fonctionnel, alors ça ne doit pas exister. Tandis que pour des articles qui sont générés, donc du contenu, vous pouvez simplement avoir un plugin avec des nouveaux articles chaque jour sans intervention humaine. Et donc, ça peut devenir mauvais au fil du temps. Tandis qu'avec le code et la vérification humaine, la qualité doit être meilleure. Et ça aura probablement un impact réduit sur les codes, mais oui, vous avez raison par rapport à l'impact. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question devant. Michael, do I need to translate or is it fine for the question? C'est bon. Bonjour, Elliot. Donc moi je suis développeur en l'occurrence. Bienvenue. Merci.
J'ai une question, justement, quand vous évoquiez donc l'état actuel des choses où l'IA est plus un copilote pour les développeurs, dans l'avenir, c'est plus que probable que ça fasse un peu plus que ça. Et du coup, pour ce qui est de la cybercriminalité, j'imagine que ça permettrait que ça serait beaucoup plus accessible à une beaucoup plus grande population et que ce serait beaucoup plus attractif. Pourquoi prendre des risques à faire, je ne sais pas, n'importe quelle activité criminelle alors qu'on peut créer des programmes de manière automatisée avec des IA. Est-ce que vous avez, selon vous, ça pourrait créer un changement dans la balance entre les black et white hat actuellement et ça pourrait créer une augmentation de détection de failles, davantage d'insécurité? Ok. No. Je pense que par rapport à l'équilibre, vous avez les deux côtés qui se contrebalancent. Je ne pense pas que ça va changer l'équilibre du pouvoir. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Mais avec ces LLM, bien sûr, vous pouvez les faire fonctionner localement. Il y a moins d'exposition dans le cycle de co-développement des malwares. Avant, vous auriez dû aller dans des forums sur le dark web peut-être, parler de ce que vous faites, peut-être engager quelqu'un pour vous aider, et donc vous laissiez des traces. Et ça, c'est intéressant pour des organismes comme le mien. Alors, si vous travaillez sur votre machine locale, dans votre infrastructure privée, alors le risque est moindre. Et ça rend les choses plus difficiles pour nous qui essayons d'imposer, d'appliquer la loi. Alors, est-ce que ça va devenir plus attrayant d'être un cybercriminel à cause de cela? Je ne pense pas. Ce qu'on a déjà dans la cybercriminalité, c'est que on a le crime en tant que service. Aucun cybercriminel ne fait toute la chaîne lui-même. Il achète les données, etc. Donc, on a déjà les outils pour les cybercriminels qui peuvent les utiliser très facilement. Et ça nous amène à nous demander qu'est-ce qui rend une personne un cybercriminel. Alors, je ne veux pas trop édulcorer tout ça, mais on peut avoir un manque d'opportunités. Il y a certaines parties du monde qui sont très actives et il y en a d'autres qui ont du mal d'engager des gens dans la tech et qui donc tombent dans le dark web avec de l'argent qui semble facile pour engager des criminels. Et donc là, vous passez sur cette voie. En ce qui nous concerne, et je vois aussi une possibilité là d'intégrer le LLM, c'est de faire de la prévention de délinquance. Quand les gens font leur premier pas dans la cybercriminalité, on peut s'assurer qu'ils sont au moins au courant du fait que ce n'est pas une bonne opportunité de carrière, qu'il y a d'autres possibilités. Et peut-être on peut les ramener vers un codage ou des opportunités d'emploi. Et d'après moi, ça peut faire partie des guardrails du LLM. Si vous voulez générer du malware ou scanner les vulnérabilités, etc., au lieu d'avoir le message que je ne peux pas le faire parce que le malware c'est mauvais, peut-être ça peut fournir davantage d'informations sur ce que vous pouvez faire avec vos compétences si la technologie vous intéresse. Merci Michael pour cette réponse. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette table ronde. Merci messieurs, on peut les applaudir, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous en ligne aussi de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée, hein. Bon appétit si vous arrivez à trouver un sandwich. Allez, à bientôt.